Bonjour à tous, dans cette vidéo qui est la première vidéo de l'optique géométrique, on va faire une courte introduction sur qu'est-ce que la lumière. Je vais vous donner un certain définitions qui seront utiles pour tout le cours de l'optique géométrique. On va revoir un petit théorème vraiment important, c'est le théorème de Thalès qu'on va s'en servir énormément dans ce cours. Pour les démonstrations géométriques, donc on fera ça dans le cours. Alors, donc là, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que la lumière? Donc, vous savez, la lumière est en fait, donc dans l'histoire, il y a eu plusieurs interprétations de la lumière. Donc, la première interprétation, donc c'était l'interprétation corpusculaire, donc celle donnée par Newton. Et donc, Newton stipule que la lumière est composée de grains, et donc ces grains, ils vont se propager dans l'espace. Il y a une deuxième vision, c'est la vision ondulatoire, qui a été proposée par Huygens. C'est un physicien hollandais. Donc il y a un E ici, Huygens. Et donc Huygens il propose que donc dans ce modèle, il stipule que la lumière est une onde. Donc c'est une onde qui se propage dans l'espace. Et il y a aussi un autre physicien qui a travaillé en fait séparément de Huygens. Donc c'était après Huygens, c'est Fresnel. Donc c'est un physicien français qui a supposé que l'onde, lorsqu'il passe, donc il va exciter des sources secondaires et qui vont émettre à leur tour des petites ondelettes. Et donc c'est ce qui fait cette onde en fait. Et grâce à cette interprétation, on a pu expliquer le phénomène de diffraction et d'interférence. Et récemment, donc à la fin du XXe siècle, il y a une théorie, donc c'est la mécanique quantique, qui a proposé un autre modèle de la lumière. Donc c'est comme si on a remonté dans l'histoire. Donc on va prendre le modèle de Newton et le modèle de Huygens pour donc supposer un photon. Donc un photon, c'est une particule quantique qui a une énergie qui est égale à h fois mu. Avec h, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Et mu, c'est la fréquence de cette particule, de ce photon. Et donc ce photon, il peut donc tantôt être une particule, tantôt être une onde. Mais la nature de cette onde, c'est une onde de probabilité. Donc vous allez voir ça en deuxième année lorsque vous allez aborder la mécanique quantique. Donc nous, dans ce cours, on va s'intéresser à la lumière comme un rayon lumineux. Alors, donc là, ici, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un rayon lumineux. Donc on va parler de cette notion de rayon lumineux. Donc le rayon, en général la lumière, est décrite par un ensemble. Donc la lumière que vous connaissez dans cette approximation, donc ce postulat de rayon lumineux, est composé d'un ensemble, ou plutôt il est décrit par un ensemble de rayons lumineux. Et donc ces rayons lumineux, ils sont par exemple, donc là j'ai plusieurs rayons lumineux. Donc là on va les orienter, donc on va dire que le sens de la lumière c'est dans ce sens-là, donc c'est de gauche vers la droite. Donc là les rayons, donc chaque rayon lumineux est indépendant de l'autre. Est indépendant de l'autre rayon. Donc ça c'est la première postulat. La deuxième postulat, donc ces rayons sont caractérisés par une direction de propagation et cette direction donc ça sera ce vecteur U dans ce sens-là. Donc ça c'est le premier postulat, ici c'est le deuxième postulat. Et le troisième postulat, donc ces rayons lumineux
ces rayons lumineux, ils se propagent en ligne droite dans tout le milieu homogène. Donc homogène, ça veut dire que toutes les propriétés ou les caractéristiques physiques sont les mêmes dans toutes les directions, où ils sont constantes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un milieu dont la masse volumique est constante, c'est un milieu homogène. Mais ici, puisqu'on travaille avec des rayons lumineux, donc la grandeur physique qui va caractériser en fait la propagation de la lumière dans ce milieu, c'est ce qu'on appelle l'indice optique. Et on va voir ça après. Donc, si l'indice optique d'un milieu est constant, donc le milieu est homogène. Donc, dans la troisième postulat, donc on va donner à ce rayon lumineux une vitesse. Et donc, cette vitesse, elle est donnée par la vitesse de la lumière. Donc, c'est 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et donc la propagation s'effectue en ligne droite lorsque le milieu est homogène. Et donc là je souligne homogène parce que je vais l'expliquer après. Alors, l'optique géométrique s'intéresse au trajet qu'emprunte la lumière à partir des propriétés des milieux qui traversent. C'est-à-dire que la trajectoire d'un rayon lumineux dépend des caractéristiques du milieu dans lequel il se propage. Alors, on va parler aussi, donc là on va écrire 1,1, c'est ce qu'on appelle le spectre lumineux ou le spectre électromagnétique. Alors, comme vous savez, le spectre magnétique est donné par une échelle, par une ligne droite. Et sur cette droite, on va tracer la lumière, le type de lumière en fonction de sa longueur d'onde. Donc par exemple ici, je vais prendre une longueur d'onde en mètres. Et je vais prendre une autre ligne sur laquelle je vais tracer mu, donc c'est la fréquence en hertz. Et la lumière visible, la lumière que l'œil humain perçoit, elle est limitée sur un intervalle donc qui est entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Avec bien sûr ici, donc là c'est la lumière rouge et ici c'est la lumière violette. Et donc entre les deux vous avez tout le spectre visible. Donc là le vert au milieu, et lorsqu'on s'approche du rouge, donc vous avez le jaune, ici vous avez le bleu, et ainsi de suite. Et tout ce qui est donc au-delà de 800 nanomètres, donc ici lorsque lambda augmente, ici vous avez ce qu'on appelle l'infrarouge. Donc cette lumière là, c'est la lumière qui n'est pas visible. Donc l'infrarouge, et ensuite vous avez les micro-ondes qui sont là. Donc l'infrarouge, ils sont situés entre 800 nanomètres et 0,1 mètre ou 10-3 mètres. Donc 0, donc ici c'est 10-3 mètres. Les micro-ondes c'est 10-1 mètre. Et donc là, donc à gauche, au-delà de la lumière violette, vous avez ce qu'on appelle les ultraviolets. Et ici, vous avez les rayons X, donc c'est des rayons qui sont très énergétiques. Donc là, on est aux alentours de 10-9 nanomètres. C'est 10-9 pardon, mètres, donc c'est 1 nanomètre ici. 1 nanomètre. Et là, on est aux alentours de 10-11 mètres. Et bien sûr, en fréquence, donc là, on est à 10 à la puissance 14 Hz. Et ici, on est à 10 à la puissance 15 Hz. Alors, donc là, on peut écrire
que lambda de la lumière visible, donc il est situé entre 750 nanomètres et 400 nanomètres. Et donc là, il faut savoir aussi qu'il y a une relation entre lambda et la vitesse de la lumière. Et il faut toutefois rappeler que la lumière est une vibration électromagnétique qui se caractérise par une longueur d'onde, qu'on a donnée ici, et bien sûr il se caractérise aussi également par une vitesse. Et donc la relation qui existe entre la longueur d'onde et donc la vitesse et celle-là, avec mu, c'est la fréquence, mesure en Hertz. Donc ici on a la longueur d'onde en mètres, et bien sûr la vitesse de la lumière c'est en mètres par seconde. Très bien. Alors maintenant on passe à ce qu'on appelle, donc de 1, ce qu'on appelle la limitation, ou plutôt 1, 2, les limitations des lois de l'optique géométrique. Donc, il faut savoir que les lois de l'optique géométrique permettent de traiter la lumière dans un cadre approximatif, parce qu'on sait que la lumière n'est pas composée de rayons lumineux, et il y a d'autres phénomènes comme par exemple la diffraction, les interférences qui ne peuvent pas être expliquées par ce modèle. Donc, tant que les propriétés des milieux varient peu à l'échelle de la longueur d'onde, donc lambda, l'approximation de l'optique géométrique est valide. C'est-à-dire que si les distances caractéristiques du milieu en question, donc par exemple D, s'ils sont on va dire ils sont plus grandes que la longueur d'onde lambda, donc là c'est pour éviter les phénomènes de diffraction. Et bien sûr, D varie peu, donc à l'échelle de lambda. Et donc là, on peut dire que l'approximation de l'optique géométrique est valide. Donc la notion de rayon, par exemple, est purement conceptuelle, et toute expérience cherchant à isoler un rayon lumineux donc il est voué à l'échec à cause de ce phénomène de diffraction. En un autre mot, donc si on prend par exemple un trou et dans lequel on va faire passer par exemple un faisceau de lumière. Donc je vous rappelle qu'un faisceau c'est un ensemble de rayons. Donc, vous avez plusieurs rayons ici. Donc si vous essayez d'isoler un seul rayon, vous allez être limité par ce qu'on appelle le phénomène de diffraction. Donc si vous allez par exemple créer un petit trou de la taille de ce rayon là pour l'isoler, bah là vous n'allez jamais arriver parce que on va voir ce qu'on appelle donc le phénomène de diffraction. Et donc là l'optique géométrique est limitée lorsque vous êtes à des longueurs d'onde qui sont plus petites. Alors donc on passe aux lois de Snell-Descartes. Et pour énoncer ces lois, donc on va commencer par un schéma. Donc le schéma est le suivant. Donc on va supposer qu'on a une surface, par exemple un miroir, une surface réfléchissante. Donc c'est par exemple un miroir. Donc le miroir, on le représente par quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et on va supposer qu'on a un point A, et le point A, donc il va envoyer un rayon incident. Et donc ce rayon incident, il va venir comme ça, voilà. Et après il va taper dans le miroir. Il va donner naissance à un autre rayon qu'on va appeler le rayon réfléchi. Et on va supposer qu'ici on a un point B.
Donc là, si on trace la normale par rapport à ce plan, le plan de miroir, ou de cette surface réfléchissante, et on va l'appeler ce point, on va l'appeler I. Donc l'angle d'incidence, c'est l'angle que fait la normale avec le rayon incident. On va l'appeler I. Et R, c'est l'angle que fait la normale avec dans ce sens. Parce que si on choisit le sens positif des angles, ici, on va voir que I dans ce cas-là, donc I est positif et R est négatif. Parce que R, elle est dans l'autre sens. Et donc là, on va voir R, c'est l'angle que fait la normale avec le rayon réfracté. Donc en bleu, c'est ce qu'on appelle le rayon réfléchi, pardon, c'est pas réfracté. Réfracté, c'est ce qu'on va voir après. Et donc lui, c'est un rayon incident. Et donc là, on va énoncer la première loi de Snell-Descartes, qui stipule que le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence. Le plan d'incidence, donc le plan d'incidence ici, c'est tout simplement le plan formé par le rayon incident et la normale au miroir au point d'incidence. C'est-à-dire que si vous prenez le I, donc ça c'est le point d'incidence. Et donc le plan d'incidence, c'est le plan formé par le rayon incident et la normale au miroir au point d'incidence. Donc c'est ce plan-là qui contient, donc si on trace ça en 3 dimensions, donc on va voir notre surface réfléchissante. Donc il y a le rayon incident qui arrive, il y a un rayon réfléchi, et donc le plan d'incidence, c'est ce plan-là qui est perpendiculaire à la surface, et qui contient à la fois la normale et le rayon incident. Donc c'est ça le plan d'incidence. Donc c'est ça le plan d'incidence. Alors maintenant, donc c'est ça la première loi de Snell-Descartes qui stipule que donc le plan d'incidence, donc le rayon réfléchi, donc la première loi de Snell-Descartes, donc le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence. Donc il appartient au plan d'incidence qu'on va l'appeler pi. Et vous avez une deuxième loi de la réflexion, puisque là on parle de la réflexion. Donc tout ça c'est les réflexions. Donc les lois de Snell-Descartes pour la réflexion. Et la deuxième loi de réflexion, c'est que l'angle de réflexion est l'opposé de l'angle d'incidence, comme je vous ai dit ici, dans le sens positif. Donc là, I est égal à moins R. Donc voici les deux lois de Snell-Descartes pour la réflexion. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phénomène, donc c'est la réfraction. Donc pour la réfraction, et donc avant de parler de la réfraction, on va définir donc une petite définition de qu'est-ce que le dioptre. Donc le dioptre ici, c'est une surface optique qui sépare deux milieux de réfringence inégale. C'est-à-dire réfringence, c'est lorsque vous avez deux milieux d'indices optiques différents. Donc si vous avez par exemple un milieu 1 avec un indice optique N1 et un milieu 2 avec un indice optique N2, si N1 est supérieur à N2, on dit que le milieu 1 est plus réfringent que le milieu 2. Et donc le dioptre, c'est tout simplement la surface qui sépare deux milieux d'indices optiques différents. D'indices optiques différents. Et donc on va considérer un rayon incident qui arrive sur un dioptre plan. Donc on va faire le même schéma. Donc on va prendre notre surface. Et donc cette surface, c'est le dioptre, car il sépare un milieu d'indice optique N1 et un autre milieu d'indice optique N2.
Et donc de la même façon, si je prends un rayon incident qui arrive sur cette surface, donc ça c'est un rayon incident, qui fait un angle I avec la normale à ce dioptre, donc ça c'est le I. Donc il va donner naissance à un autre rayon qui va passer de l'autre côté, donc on va le dessiner en rouge. Donc qui va traverser le dioptre et qui arrive vers l'autre milieu. Et donc ce rayon-là, il va faire donc là, un angle avec la normale qu'on va, donc on va appeler I2 par exemple. Donc ici, le sens positif des angles, c'est dans le sens anti-horaire, donc le sens trigonométrique. Et donc on voit que dans ce sens-là, I est positif et I2 est positif. Et donc là, la loi de Snell-Descartes, donc pour la réfraction, il s'énonce de la façon suivante. Donc vous avez deux lois. La première loi, c'est que le rayon réfracté qui est en rouge, donc ça c'est le rayon réfracté, et le jaune c'est le rayon incident. Donc le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. Donc toujours, si on fait un dessin en perspective, donc il y a le rayon incident qui arrive, et donc là, en traversant ce plan-là, vous avez un rayon réfracté, et ici vous avez la normale à ce plan-là. Donc le plan d'incidence, c'est le plan qui contient le rayon incident et contient à la fois le rayon réfracté et qui est perpendiculaire à ce plan-là. Donc on va l'appeler toujours pi. Donc c'est le même que le rayon qui contient le rayon réfléchi, parce qu'on va avoir un rayon réfléchi qui va faire quelque chose comme ça. Donc la première loi, c'est la même que pour la loi de Snell-Descartes pour la réflexion. Donc le rayon réfracté est dans le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. La deuxième loi, c'est que l'angle d'incidence I, donc on va l'appeler I ici, ou la tradition nous oblige de l'écrire I1. Donc voilà, I1 pour le milieu 1 et I2 pour le milieu 2. Donc l'angle d'incidence I1 et l'angle de réfraction I2, vérifiez la loi suivante, c'est que le N1, l'indice optique de milieu 1 fois le sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Donc voici la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Alors, pour démontrer ça, donc il y a plusieurs façons de le démontrer, soit en utilisant le concept ondulatoire de Huygens, ou soit en utilisant tout simplement le principe de Fermat. Donc pour le démontrer, je vais énoncer le principe de Fermat. Donc Fermat, c'est un mathématicien français, et le principe de Fermat, il s'énonce de la façon suivante, c'est que le trajet qui est suivi par la lumière, donc le trajet suivi par la lumière d'un point d'un point à un autre est tel que la durée du parcours est maximale, c'est-à-dire est stationnaire. C'est-à-dire que si vous avez un point A ici, donc là, d'un point A à un autre, par exemple B, est tel que la durée, on va l'appeler taux du trajet, est minimale. C'est-à-dire, donc on peut résumer ça avec à l'aide d'un schéma. Donc si je prends un point A ici et un point B ici, donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs trajectoires, plusieurs façons pour que la lumière parte de A et arrive à B. Donc vous avez la première possibilité, c'est d'aller en ligne droite. Vous avez la deuxième possibilité, c'est de faire un chemin qui est comme ça. Vous avez une troisième possibilité, c'est de faire voilà, des zigzags jusqu'à arriver. Donc tous ces chemins mènent au point B. Mais le chemin qui minimise le temps et l'énergie, c'est le chemin AB. Donc si
t en fonction de la trajectoire s. Donc taux, c'est la trajectoire, ou c'est le temps ou la durée du parcours entre le point A et B. Il faut que la dérivée de taux par rapport à d de AB, il faut qu'il soit minimal. Et donc on va appliquer ça. Donc on va prendre un dioptre. D'accord? On va supposer que j'ai un point A ici. Et donc là, on va prendre un axe pour que ça soit le plus simple possible. Et donc dans cet axe, donc on va repérer ce point A par les coordonnées 0, D. Et ça, c'est le point d'incidence que je vais repérer par les coordonnées 0x. Et un point B, donc le point d'arrivée, je le repère par donc moins h, ou plutôt c'est L moins h. Donc L moins h. Donc, ça veut dire que cette distance, donc là c'est 0. Donc cette distance-là, de là à là, c'est la distance L. La distance de là à B, c'est h. Et ici, cette distance, c'est D. Et ici, vous avez donc, ça veut dire que cette distance de là au point I, c'est x. Et ainsi de suite. Donc de là à là, c'est L moins x. Très bien. Donc maintenant, on va tracer le trajet de ce rayon lumineux. Donc il part de A, il arrive à I, en point I. Ensuite, elle va être réfractée. Donc on a choisi la couleur rouge pour les rayons réfractés. Et il va être réfracté. Donc ça, c'est la normale. Et ici, donc j'ai I1. Et là, j'ai l'angle I2. D'accord? Alors maintenant, on va calculer la durée de ce trajet. Donc la durée de ce trajet, on va l'appeler taux AB, qui est égal, qui dépend de x, et qui est égal à, donc comme vous savez, la durée c'est la distance divisée par la vitesse. Donc on va supposer que ce milieu ici, c'est le milieu 1 qui a un indice optique N1, ici c'est l'indice 2 d'indice optique N2. Et donc là on va avoir donc le parcours, donc la distance, donc la lumière a parcouru la durée du parcours de ce rayon jaune de A à I, donc c'est AI, sur la vitesse de la lumière en milieu 1, plus de I à B. Donc ici c'est le point B, ici c'est le point I. Donc IB divisé par V2. Alors, donc là, taux AB qui dépend de X. Donc AI, c'est tout simplement, il faut appliquer un Pythagore dans ce triangle-là, AOI. Et si j'applique un Pythagore dans le triangle AOI, sachant qu'ici c'est un angle droit, donc on va avoir racine de x au carré plus d au carré, divisé par V1. V1, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par l'indice optique N1. Donc on a vu ça précédemment. Plus IB, donc de la même façon, on va prendre ce triangle qui est là, donc on va appeler ce point par exemple C. Donc dans le triangle ICB, vous avez ici un angle droit, on sait. Donc IB, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Donc vous allez tout simplement appliquer un Pythagore. Donc c'est l'adjacent au carré plus l'opposé au carré. Et donc là, vous allez avoir, donc là, cette distance-là, c'est h au carré. Cette distance-là, c'est L moins x au carré. Donc le tout divisé par la vitesse de la lumière C sur N2. Très bien. Alors maintenant, on va avoir donc taux ABX est égal à N1 racine de x au carré plus d au carré sur C, plus, donc on peut factoriser par le C, et on trouve donc 1 sur C facteur de N1 racine de x au carré plus d au carré plus N2 racine de h au carré plus L moins x au carré. Et donc là si je dérive, puisque en appliquant le principe de Fermat,
Donc la Fermat me dit que le parcours choisi par la lumière, c'est celui qui minimise le temps de parcours. Donc ça veut dire que d taux sur d de x doit être égal à 0. Et donc là, on va calculer la dérivée de d taux par rapport à dx. Donc le premier terme, on trouve donc 1 sur c n1, la dérivée de ce racine, donc c'est 2x sur racine de x au carré plus d au carré. Voilà, plus 1 sur c. Ici, on va avoir n2. Donc n2, on va voir donc moins 2x. Voilà, c'est ça. Non, plutôt c'est moins 2l moins 2l moins x sur racine de h au carré plus l moins x au carré. Donc tout ça est égal à 0. Donc là, si je simplifiais par le 1 sur c, je simplifiais par le 2, et donc je prends ce terme de l'autre côté, donc je vais avoir n1 x sur racine de x au carré plus d au carré est égal à n2 l moins x sur racine de h au carré plus l moins x au carré. Et donc là, si je reviens à ce triangle jaune ici, donc ce triangle-là, et si je calcule donc l'angle ici, donc là, si je calcule le sinus de cet angle, donc le sinus I1, donc c'est l'opposé sur l'hypoténuse, et l'opposé ici c'est quoi? Donc c'est x sur l'hypoténuse, donc c'est racine de x au carré plus d au carré. Et de la même façon ici dans ce triangle ici, donc ce triangle, si je calcule sinus I2, donc l'opposé ici c'est L moins X, et l'adjacent c'est racine de L moins X au carré plus H au carré. Et donc là, comme par un miracle, je trouve que ce terme c'est sinus I1, et là c'est sinus I2, et donc je viens de démontrer donc la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Très bien. Alors maintenant, on passe aux conséquences, donc les conséquences de la loi de Snell-Descartes. On va écrire ici, conséquences de la loi de Snell-Descartes. Descartes, donc pour la réfraction. Donc là, si je prends donc cette expression, donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc là, ça veut dire que j'ai deux milieux, le milieu 1, le milieu 2, et donc j'ai un rayon incident qui arrive, qui fait un angle I1 avec la normale, et qui va donner naissance à un rayon réfracté qui fait un angle I2 avec la normale, la même normale. Donc on va supposer que donc le milieu N1, c'est-à-dire le milieu 1, si je le considère plus réfringent ou moins réfringent plutôt, plus réfringent que N2, c'est-à-dire que le N1 est supérieur à N2, dans ce cas-là, on va commencer par le cas le plus simple. Donc si je considère que N2 est supérieur à N1, donc si je considère que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1. Donc dans ce cas-là, N1 sur N2 qui est égal à sinus I2 sur sinus I1 doit être il doit être supérieur à 1. Donc ça veut dire que sinus I2 est supérieur à sinus I1. Et donc la signification de cette inégalité, c'est que si vous prenez un rayon incident,
donc un rayon incident qui va faire un angle I1 avec la normale, et un rayon réfracté qui fait un rayon I2 avec la normale. Donc la signification de cette inégalité, c'est que lorsque I1 augmente, I2, c'est-à-dire que lorsque I1, ou plutôt lorsque I2 augmente, I1 diminue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un rayon I1 qui est par exemple qui est très grand, voilà comme ça, donc là si on reprend la relation qu'on a trouvée, donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc là, cette relation de Snell-Descartes ne stipule que l'angle I2, n'existe pas toujours. C'est-à-dire que en supposant que donc là on va isoler le sinus I1, donc j'ai sinus I2 est égal à N1 sinus I1 sur N2, et comme vous savez la fonction sinus il est borné, c'est-à-dire que sinus I2 est toujours inférieur ou égal à 1, donc c'est-à-dire que ce terme-là doit être, donc N1 sur N2 sinus I1 doit être inférieur ou égal à 1. Et donc, on doit avoir que sinus I1 doit être inférieur à N2 sur N1. Ceci est vrai tant que N2, donc tant que N2 est supérieur à N1. Donc si on a un milieu 2 qui est plus réfringent que le premier milieu d'incidence, bah dans ce cas-là, cette relation est toujours vérifiée, donc il n'y a pas de problème. Mais en revanche, si vous avez N2 qui est inférieur à N1, donc ce terme-là, il peut être, donc on peut avoir que N2 sur N1 doit être inférieur à une valeur, et donc il se peut que sinus I1 il n'est plus inférieur à ce rapport-là. Et donc là, le rayon réfracté n'existe que si I, donc le rayon réfracté qui est défini par cet angle I2, n'existe, donc là I, n'existe que si l'angle I, donc là je efface ça, que si l'angle I est inférieur à l'angle limite qu'on va appeler I limite. Donc l'angle I est inférieur à un I limite. Avec ce I limite est égal à, donc le sinus de ce I limite est égal à N2 sur N1. Donc si I est inférieur à I limite, donc on aura toujours une réfraction. C'est-à-dire que l'angle réfracté, le rayon réfracté existe. Donc il existe. Si I est supérieur à I limite, donc on va avoir ce qu'on appelle une réflexion totale. Une réflexion totale. Donc on ne pourra plus observer un rayon réfracté, mais on va avoir une réflexion totale. Donc si on peut schématiser ça, donc vous avez l'angle d'incidence, donc I, qui fait I avec la normale, donc là on va l'appeler I1, et ici vous avez donc on va prendre ici un I, d'accord? Donc là, supposons que l'angle limite ici, c'est lorsque I1, donc lorsque I1 est égal à
Donc si I1 est égal à pi sur 2, donc là avec un angle rasant ici, donc là le N1 sinus pi sur 2 est égal à N2 sinus et limite. Et donc ce et limite, c'est arc sinus de N1 sur N2. Donc c'est ça l'angle limite qu'il ne faut pas dépasser. Si on dépasse cet angle limite, on va avoir une réflexion totale. Donc on va voir le rayon qui arrive là, incident, et qui repart de l'autre côté. Donc une réflexion totale. Et donc ce phénomène de réflexion totale est utilisé dans plusieurs instruments, comme par exemple les fibres optiques. Donc les fibres optiques, c'est des câbles en verre pour la transmission de l'information. Et donc ils sont composés de deux indices, donc deux milieux. Il y a le milieu N2 ici et un milieu N1. Donc là, à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le cœur. Et alors, dans le périphérique, c'est ce qu'on appelle la gaine. Et donc, lorsqu'on envoie une information, c'est-à-dire un rayon incident à l'intérieur, on veut que ce rayon reste confiné, donc il reste à l'intérieur, pour avoir donc une transmission, donc on va pouvoir avoir des exas pour que le signal soit transmis au bout du câble. Et pour cela, il faut que N2, soit supérieur à N1. Donc il faut toujours choisir une gaine plus réfringente que le cœur, parce que sinon on ne pourra jamais avoir ce phénomène, d'incidence, ce phénomène de réflexion totale. Et donc là, les réflexions totales sont recherchées dans les fibres optiques et dans certains instruments utilisant des prismes à la place des miroirs, par exemple dans les jumelles. Alors maintenant, on va voir, donc ici, il faut que le milieu N2 soit moins réfringent que N1, parce que c'est ce que j'ai supposé au début, ici. Parce que si N2 est inférieur à N1, donc on a tout ça. Donc on a l'apparition d'un angle limite pour lequel CI dépasse cet angle, on va avoir une réflexion totale. Alors maintenant, on va parler, donc tout ça c'était pour la réflexion totale, donc c'est l'une des conséquences de la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc réflexion totale. Alors maintenant, on va voir la réfraction limite, ce qu'on appelle angle de réfraction limite. Angle de réfraction limite. Alors, dans le cas où le rayon se propage dans le milieu le moins réfringent, soit donc N2 supérieur à N1, donc on va prendre l'autre cas. Donc dans ce cas-là, sinus I1 est égal à N2 sinus I2 sur N1, qui est supérieur à sinus I2, puisque N2 sur N1 est supérieur à 1. Puisque N2 sur N1 est supérieur à 1, donc N2 sur N1 sinus I2 est supérieur à sinus I2. Et donc l'angle I2 restera inférieur à I1, et lorsque I1 sera égal à pi sur 2, donc on va supposer que lorsque I1 est égal à pi sur 2, dans ce cas-là, I2, donc I2, il aura atteint ce qu'on appelle sa valeur maximale. Et son valeur maximale, c'est I2 max, tel que I2 max est égal à N1 sur N2. Donc il se fait juste de remplacer I1 par pi sur 2. Donc là, c'est sinus de I2 max est égal à N1 sur N. Donc pour un rayon arrivant sous une incidence quelconque, on va faire un schéma. Donc voilà, par exemple, supposons qu'il y a un rayon qui arrive avec une incidence quelconque, I1. Dans ce cas-là, le rayon réfracté sera contenu, et donc il sera contenu dans ce qu'on appelle un cône de sommet I, parce que I c'est le point d'incidence. Et les limites de ce cône, c'est I2 max.
Ici, c'est moins I2 max. Et il n'est pas possible donc de transmettre un rayon plus incliné par rapport à la normale par rapport donc en ce qui concerne l'incidence I1. Et donc là, si vous dépassez I1, bah, vous allez toujours rester bloqué en fait, hein. Donc là, on ne pourra jamais dépasser le rayon réfracté, il ne pourra jamais dépasser cet angle maximal. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez un milieu qui est plus réfringent que N1. Donc là, on ne pourra jamais, donc il n'y aura jamais de réflexion totale. Très bien. Alors maintenant, on va parler d'une des conséquences, troisième conséquence, c'est ce qu'on appelle l'angle de Brewster. Et vous allez voir ça en détail l'année prochaine, en deuxième année, lorsque vous allez faire la polarisation de la lumière. Donc là, il existe un angle d'incidence particulier qu'on appelle l'angle de Brewster, et pour lequel donc, le rayon réfracté sur le dioptre est à angle droit avec le rayon réfléchi. C'est-à-dire, donc là, je vais faire un schéma pour que ça soit plus clair. Donc là, vous avez un rayon incident qui fait un angle I avec la normale. Ici, vous avez, donc il va donner naissance à un rayon réfracté avec un angle R et un autre angle, donc un rayon réfléchi. Et donc là, on va voir bien sûr moins I d'après la première loi de Snell-Descartes. Et l'angle de Brewster, c'est l'angle IB pour laquelle vous avez un angle droit entre le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Donc je vous laisse faire ça en exercice donc de déterminer l'angle IB qu'on appelle l'angle de Brewster, donc pour lequel le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont à angle droit. Et donc vous allez juste tout simplement, donc vous allez appliquer, donc vous allez supposer que là c'est N1, le deuxième milieu c'est N2, donc là vous allez avoir N1 sinus IB est égal à N2 sinus R. Vous avez également IB est égal à moins I, d'accord? Et donc là, si l'angle entre le rayon réfracté et le rayon réfléchi est pi sur 2, donc ça veut dire que moins I plus R est égal à donc plus pi sur 2 est égal à pi. Donc la somme de tous ces angles ici, ça donne pi, alors sachant que là c'est pi sur 2. Et donc là vous allez avoir que R est égal à I plus pi sur 2. Et donc lorsque vous remplacez ça ici, donc vous allez avoir N1 sinus IB est égal à N2 sinus donc I plus pi sur 2. Et donc ça c'est cosinus I. Et donc je vous laisse faire la suite. Très bien. Alors maintenant on va parler donc toujours dans les conséquences de cette loi de Snell-Descartes. Donc là, donc les conséquences de Snell-Descartes, on va appeler cette partie, on va l'appeler par exemple 3. Donc là, c'est 3,1, réflexion totale. 3,2, l'angle de réfraction limite. 3,3, c'est l'angle de Brewster. Et maintenant, on va parler de 3,5. On va parler de ce qu'on appelle les milieux stratifiés. Ou un milieu stratifié. Alors, qu'est-ce qu'un milieu stratifié? Donc un milieu stratifié est constitué par une succession de couches parallèles qui sont repérées par un entier. Et chaque couche possède un indice de réfraction qui est différent des autres couches. Par exemple, ici, on va prendre N1, N2, N3, N4, N5, et ainsi de suite jusqu'à la couche. Donc là, j'ai mal dessiné, mais l'épaisseur entre chaque couche est la même. Donc jusqu'à la dernière couche, on va appeler NM. D'accord? Et donc c'est ça le milieu stratifié.
Par exemple, c'est ce qu'on utilise dans les fibres optiques, parce que les fibres optiques, vous avez deux types de fibres optiques. Donc là, j'ai parlé de la fibre optique à gradient d'indice, à saut d'indice, pardon. Là, c'est à saut d'indice, parce que là, on passe de N1 à N2, donc il y a une discontinuité. Alors que là, on va sauter de N1 à Nm graduellement. Donc on va, par exemple, on va prendre un N1 qui est plus proche de N2 et on va diminuer graduellement l'indice de réfraction. Et donc le but de ça, c'est que si vous avez un rayon qui arrive par exemple sur la première couche, donc par exemple ici, si vous avez un rayon qui arrive comme ça, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est pour avoir donc la trajectoire, pour prolonger, donc il va voir la suite de la trajectoire de ce rayon, il faut tout simplement appliquer la loi de Snell-Descartes. Donc N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Et donc là, vous allez avoir un angle I2 ici qui fait quelque chose comme ça. Et après, vous allez faire exactement la même chose pour toutes les couches. Donc là, finalement, vous allez avoir une loi de Snell-Descartes par récurrence. Donc Nm sinus Im est égal à N m plus 1 sinus Im plus 1. Et donc vous allez faire toujours la même chose. Et donc vous allez observer en fait ce qu'on appelle une courbure. Donc votre rayon, il va se courber. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle le phénomène de mirage. Donc là je vais prolonger les couches. Et donc là c'est ce qu'on appelle donc le phénomène de mirage. Et donc les milieux stratifiés s'observent fréquemment dans l'atmosphère, parce que dans l'atmosphère, donc vous avez l'atmosphère qui est sa densité, sa masse volumique change lorsque vous montez en altitude. Et donc il y a une loi qu'on appelle la loi de Goldstein. Donc c'est la loi de Goldstein qui vous donne la masse volumique et vous donne aussi la température en fonction de l'indice optique. Vous allez voir que le milieu, donc l'atmosphère, pouvait l'assimiler à un milieu stratifié, et d'où le phénomène de mirage. Et donc là, l'indice de l'air augmente en fonction de cette masse volumique, et donc il augmente en fonction de la température. Et par exemple, en été, lorsque le sol est surchauffé, donc il va occasionner une variation d'indice optique. Donc vous allez avoir l'impression que en fait l'image est à l'envers. Par exemple, quand vous regardez un palmier dans le désert, donc vous allez voir en fait l'atmosphère en bas du palmier, ça vous donne l'impression qu'il y a une, une rivière ou de l'eau sous le palmier. Mais c'est tout simplement un phénomène de mirage. Alors maintenant, on passe à 4. On va parler du prisme. On va parler du prisme. Donc le prisme, c'est tout simplement un bloc qui est constitué d'un milieu transparent et dont deux des faces sont des triangles parallèles. Voilà. Et donc là, les faces parallèles, les faces latérales rectangulaires, leur étant perpendiculaires. Donc vous avez un triangle au sommet A, donc le prisme il a un sommet A. Et l'indice optique du milieu qui constitue le prisme, donc c'est N. Et donc là, on va supposer un rayon lumineux qui entre par une face et qui ressort par l'autre. Donc on va supposer qu'il y a un rayon qui arrive par cette face. Donc là, par exemple, comme ça. Et donc là, on va tracer la normale par rapport à cette face. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on a l'angle I, c'est l'angle d'incidence. Ensuite, donc là, on suppose que là, ici, on a l'air. Donc là, on a un passage d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Donc on va considérer que n est supérieur à 1. Par exemple, un prisme en verre.
Et donc là, on va avoir un angle R qui va, qui va se rapprocher de la normale. Et donc on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Et donc ça, c'est l'angle R de réfraction. Ensuite, donc là, on a un autre point d'incident dioptrique. Donc là, on a un passage d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, donc du vert vers l'air. Et donc là, le I, il va s'éloigner de la normale. On va tracer la normale. Et donc, il va s'éloigner de la normale et on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et donc ça, c'est l'angle, on va l'appeler I'. Ici, on a l'angle R'. Alors maintenant, l'arête commune à ces deux faces, donc les deux faces de prisme, c'est l'angle A. Et donc cet angle, on l'appelle l'angle au sommet. Et pour le calculer, donc il y a une relation, donc je vais zoomer un peu, donc on va essayer de démontrer la relation de A. Donc vous allez tout simplement raisonner sur ce triangle qui est ici. Donc ce triangle, donc A, vous allez prendre cet angle ici, donc là cet angle-là, c'est tout simplement pi sur 2 moins R, parce que tout cet angle-là, c'est pi sur 2. De la même façon ici, vous avez tout cet angle, c'est pi sur 2, donc ça veut dire que là, c'est pi sur 2 moins R'. Et quand vous savez la somme des angles d'un triangle, c'est pi. Donc on va avoir A plus pi sur 2 moins R' plus pi sur 2 moins R est égal à pi. Et donc vous allez avoir que A est égal à R' plus R. Donc ça, c'est la première relation du prisme. Ensuite, vous avez une deuxième relation du prisme. C'est ce qu'on appelle la déviation en fonction des angles d'incidence et de réfraction. Et donc pour cela, on va déjà tracer, donc on va représenter sur le schéma donc l'angle de déviation. Donc là, vous avez une première déviation, donc je vais faire en rouge. Donc la première déviation, vous allez tout simplement prolonger le rayon incident. Et donc là, vous avez une première déviation qu'on va appeler D1. Ensuite, vous allez faire la même chose, vous allez prolonger ce rayon. Et là, vous avez une deuxième déviation. Et donc la déviation totale, c'est cet angle-là, D, qui vaut D1 plus D2. Alors maintenant, on va calculer D1. Donc D1, c'est très simple. D1, c'est l'angle I. Donc vous savez, tout cet angle-là, de là à là, c'est l'angle I. Donc ça veut dire que D1, c'est I moins R. Et de la même façon pour D2, donc tout cet angle-là, c'est I'. Cet angle-là, qui est là, c'est R'. Et donc ça veut dire que D2, c'est I' moins R'. Et donc ça veut dire que D est égal à... non, ici c'est I'. Est égal à I plus I' moins R plus R'. Et donc là, d'après la première relation du prisme, donc on trouve que D est égal à I plus I' moins A. Et donc là, on a les deux relations du prisme. Donc on a l'angle au sommet qui est égal à R plus R'. Et l'angle de déviation, c'est I plus I' moins A. Alors, donc là, il faut savoir aussi que le prisme, donc il sert à disperser la lumière. Donc là, c'est l'une des premières expériences de Newton, c'était d'envoyer une lumière blanche sur un prisme. Et donc il a observé que cette lumière blanche est composée d'un tout un tas de spectres, donc du rouge jusqu'au bleu. Et en fait, il faut savoir également que l'indice varie en fonction de la longueur d'onde. Donc vous avez une formule qui s'appelle la loi de Cauchy. Donc je vais vous donner ça. La loi de Cauchy, c'est l'indice optique
qui dépend de lambda. Et cette variation est de la façon suivante. Donc A plus B sur lambda au carré. Avec A et B, c'est des constantes positives. Donc c'est des constantes positives. Donc là, il faut voir juste la dépendance entre n et lambda. Donc on voit que si l'indice optique est grand, lambda diminue. Et vice-versa. Donc si lambda est grand, donc l'indice optique diminue. Et donc ça veut dire que la déviation va elle aussi varier en fonction de lambda. Donc cette propriété permet de décomposer la lumière. Donc on va voir que la lumière rouge, donc son angle de déviation va être différent de celle du bleu. Donc c'est ce qui fait que cette lumière va être dispersée dans tous les sens. Alors maintenant on passe à ce qu'on appelle le minimum de déviation. Donc on reste toujours avec le prisme. Donc, prisme milieu stratifié, donc prisme c'est 4. Donc toujours 4, on va parler de 4,1, donc le minimum de déviation. Alors, donc intéressons-nous maintenant à la variation de l'angle de déviation en fonction de l'angle d'incidence. Donc l'angle de D, on a trouvé qui est égal à I plus I' moins A. D'accord? Et donc on va étudier sa variation en fonction de l'indice I. Donc ça va être une fonction de l'angle d'incidence I. Donc là, il existe, d'après l'expérience, donc vous allez faire ça en TP, qu'une valeur de I pour laquelle D passe par un minimum. C'est-à-dire que lorsque vous tracez cette fonction D, donc là je suis en train de dépasser, je suis en train de sauter un peu les étapes, mais c'est juste pour montrer que si vous tracez D en fonction de I, donc vous allez voir que cette fonction va passer par un minimum. Et ce minimum, c'est ce qu'on appelle le DM, le minimum de déviation. On peut montrer ça expérimentalement. Et donc, vous allez voir que lorsque D est égal, donc lorsque vous allez configurer en fait le prisme à cette minimum de déviation, donc vous allez voir que l'angle d'incidence I est égal à l'angle d'incidence I'. Parce que là, voilà, vous avez donc une seule valeur, donc c'est I qui est égal à I'. Et alors maintenant, donc ce qu'on va faire, on va essayer de trouver la relation pour laquelle donc on va trouver l'expression de dm théoriquement. Et donc pour cela, donc ce qu'on va faire, on va supposer donc que I, donc lorsque D est égal à dm, l'expérience montre que I est égal à I'. Et vous pouvez donc juste par un argument théorique, c'est-à-dire si vous appliquez le retour inverse de la lumière. Donc le retour inverse de la lumière, ça veut dire que si vous avez un point A et un point B, donc si la lumière part de A jusqu'au B, donc vous pouvez faire le retour inverse de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est capable de faire le même chemin de B vers A. Et donc c'est grâce à cet argument qu'on considère que I est égal à I'. Et donc ça veut dire que dm est égal à 2i moins A. Et donc on trouve que I est égal à dm plus A sur 2. Et si on injecte ça dans la relation, donc la relation de Snell-Descartes, donc n sinus R, donc vous avez ici, si on revient au schéma du prisme, donc là, ce point-là, on va l'appeler I1, c'est le premier dioptre, et ici, c'est I2. Donc en I1, vous avez une première relation de Snell-Descartes, donc c'est sinus I, parce que N1 c'est l'air, donc c'est 1, est égal à N sinus R. Donc ça c'est la première relation. Et en I2, vous avez N sinus R' est égal à sinus I'. D'accord?
Donc là, si on injecte la relation qu'on a trouvée ici, si on l'injecte dans l'un de ces deux équations, donc on va l'injecter dans sinus i est égal à n sinus r, et on va trouver que, donc on injecte celle-là dans, dans sinus i est égal à n sinus r, et donc on trouve que sinus dm plus a est égal à, sur 2, est égal à n sinus r, avec, on sait que a est égal à r plus r', et donc là, ça signifie que a est égal à 2r, donc exactement même raisonnement, même argument sur le retour inverse de la lumière. I est égal à r' et I est égal à e'. Donc si I est égal à e', R est égal à r' automatiquement d'après les lois de Snell-Descartes. D'accord? Et donc là, on va voir que R ici est égal à A sur 2. Et donc on trouve que sinus dm plus A sur 2 est égal à n sinus A sur 2. Donc cette relation qui lie dm à n, elle permet de calculer dm, donc à condition de connaître bien sûr n. Donc n, on va supposer que l'indice optique ici est connu. Et vous allez voir en travaux pratiques, la mesure des angles donc de ce d minimum rend précis donc à l'aide d'un goniomètre, la relation qu'on a trouvée tout à l'heure est un moyen de calculer avec précision l'indice optique n. Donc vous allez voir un instrument optique qu'on appelle le goniomètre. Donc goniomètre, le gonio ça veut dire angle en grec, donc ça veut dire qu'il mesure des angles. Et vous pouvez, grâce à cet instrument, vous pouvez mesurer l'indice optique du prisme. On va voir ça après. Alors maintenant, pour démontrer donc la démonstration, donc on va montrer qu'il existe un extrémum de cette fonction d de i. D'accord? Donc là, on a dit juste avec des arguments, on a dit que i est égal à e', r est égal à r', mais maintenant on va tout démontrer. Donc on va commencer dès le début. Donc on va prendre cette fonction, on va supposer qu'elle possède un minimum. On va supposer que d de i qui est égal à i plus i' moins a possède un minimum, c'est-à-dire que d de d sur d de i est égal à donc d sur d de i plus i' moins a possède un minimum qui est égal à 0. Donc ça veut dire que 1 plus d de i' sur d de i, a est une constante, donc c'est l'angle sommet du prisme, et donc ça est égal à est égal à 0. D'accord? Donc maintenant, on va reprendre les formules qu'on a trouvées tout à l'heure. Donc sinus i est égal à n sinus r. Sinus r' est égal à n sinus r' est égal à sinus i'. Et donc maintenant, on sait que d'après cette relation, d de e' est égal à moins d de i. Et donc si on dérive cette première équation par rapport à d de i, donc on va trouver que la dérivée de sinus i par rapport à i, donc c'est cosinus i, est égal à n, ici la dérivée de sinus r, donc on va avoir d de r sur d de i fois cosinus r. On fait la même chose pour la deuxième équation, et on trouve donc n d de r' sur d de i cosinus r' est égal à d de i' sur d de i cosinus e'. D'accord?
Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc nous, on sait que si on dérive cette équation, donc si on dérive, on a une autre équation ici qu'on a oubliée, c'est le A qui est égal à R plus R'. Donc si on dérive celle-là par rapport à I, donc la dérivée de A c'est 0, qui est égal à D de R sur D de I plus D de R' sur D de I. Donc voici, on a maintenant trois équations. Donc on est armé avec ces trois équations pour donc démontrer cette relation. Donc là, ce qu'on va faire, on va exprimer d de i' sur di en fonction des différents angles. Donc d de i' sur d de i est égal à donc on va utiliser laquelle? On va prendre laquelle? Donc si on prend celle-là par exemple, là, parce que là on a d de i'. Donc là on va avoir n d de r' sur d de i fois fois cosinus r' divisé par donc cosinus e'. Cosinus e'. Or, d de r' sur d de i, c'est moins d de r. Donc ça, c'est n fois moins d de r sur d de i. Cosinus de r' sur cosinus e'. D'accord? Et maintenant, donc on va prendre la première équation et on va remplacer ce d de r sur d de i par là ce qui est entre les parenthèses. Et donc on trouve finalement que d de i' sur d de i est égal à moins n cosinus r' sur cosinus i' fois cosinus i sur n cosinus r, d'après la première équation. Et donc là, on peut simplifier par les n. Voilà, et on trouve finalement que d de d sur d de i qui est égal à, donc qui est égal à 1 moins, donc déjà ici, il faut, avant de mettre tout ça égal à 0, on sait que d de d sur d de i est égal à ça, donc il est égal à 1 plus d de i' sur d de i. Donc ça veut dire que d de d sur d de i est égal à 1 plus ce qu'on vient de trouver, donc ça veut dire moins cosinus r', cosinus i, le tout divisé par cosinus i', cosinus r. Donc là, tout ça est égal à 0, donc ça veut dire que lorsque d passe par un minimum, donc tout ça est égal à 0, donc ça veut dire que cosinus r', cosinus i est égal à cosinus i', cosinus r. Ici, on prend tout ça au carré, donc on va trouver ça au carré, fois ça au carré, fois ça au carré, fois ça au carré. Et donc, vous savez que cosinus au carré, c'est 1 moins sinus. Donc là, on va trouver 1 moins sinus r' au carré fois 1 moins cosinus i au carré. Non, c'est sinus i, ici. Donc sinus i au carré est égal à 1 moins cosinus, non, encore la même erreur, c'est sinus i', le tout au carré, fois 1 moins sinus r, le tout au carré. Non, c'est pas le tout au carré. Cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. Donc là, c'est le sinus qui est au carré, mais c'est pas le tout qui est au carré. Je m'excuse. Donc ça, c'est au carré, carré. Et ici, on a un carré. Bien sûr, on a oublié les n parce que si
Alors, on sait que sinus R' est égal à N sinus E', vous êtes d'accord avec moi? On sait aussi que sinus I est égal à N sinus R. Donc voilà, c'est bon, pour l'instant c'est bon, j'ai rien dit. Et donc là, on va juste tout simplement simplifier. Donc on va remplacer ce sinus I par N sinus R, et on va remplacer ce sinus E' ici par ça. D'accord? Et donc on va trouver 1 moins sinus au carré R' fois 1 moins N au carré sinus au carré R est égal à 1 moins, donc est égal à 1 moins sinus au carré R, et sinus E' c'est N, sinus E' c'est donc sinus E' est égal à 1 sur N sinus R' au carré. Et donc là on trouve 1 moins donc sinus E' est égal à sinus E' est égal à, donc E' c'est dans l'air ici, ça veut dire que là il y a un N. Ok, d'accord, donc là j'ai inversé, donc ça veut dire que là c'est bon, donc c'est 1 moins N au carré sinus R', voilà, au carré. Et donc là, après simplification, donc si on simplifie donc ce terme avec ce terme, donc on va développer cette expression et simplifier, on va trouver donc à la fin que sinus au carré de R est égal à sinus au carré de R'. Et donc là, on peut que déduire que R est égal à R'. Et donc si R est égal à R', donc automatiquement vous avez I est égal à I'. Donc ça veut dire qu'en minimum de déviation, donc lorsque D est égal à D min, donc là vous avez I est égal à I' et R est égal à R'. Et donc ça veut dire que R' est égal à A sur 2 est égal à R. Donc ce qui permet enfin d'obtenir I. Donc il n'existe donc qu'une seule incidence pour laquelle la déviation est extrémale. Donc pour cette configuration, il n'y a qu'une seule incidence. Très bien. Alors maintenant, si on trace donc T, normalement ça vous allez faire expérimentalement en fonction de I, donc vous allez trouver une courbe qui ressemble à ça. Et bien sûr, et donc vous avez le D minimum. Donc là, vous avez pour D minimum, vous avez une seule valeur de I. Donc il y a une seule valeur. Alors que pour les autres déviations minima, vous avez plusieurs valeurs qui vous donnent cette déviation. Donc là, par exemple, pour cette déviation quelconque, vous avez deux, donc I' et I seconde. Donc vous avez deux valeurs qui vous donnent ça, cette D. Alors que pour D minima, il n'y a qu'une seule valeur I. Très bien. Alors maintenant, on passe à ce qu'on appelle le prisme à réflexion totale. Donc c'est le 4,2. Donc prisme à réflexion totale. Alors donc là, on va considérer un prisme isocèle rectangle. Donc je vais le dessiner en blanc. Donc voici mon prisme, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un rectangle, c'est un triangle rectangle isocèle. C'est-à-dire que ici vous avez un angle au sommet qui vaut pi sur 4. Ici bien sûr vous avez un angle droit, donc là ici c'est pi sur 4. Alors donc là ce qu'on va faire, on va supposer que donc l'indice du verre n de ce verre, on va le supposer est égal à 42. Et donc là, ce 42, il n'est pas choisi au hasard. Moi, je vais vous expliquer pourquoi on l'a choisi ce 42. Donc là, en supposant que j'ai un rayon qui rentre normalement à cette face. Donc là, qui rentre normalement à cette face. Et donc là, si
si on applique la relation de Snell-Descartes, donc on va supposer que si c'est l'air, donc l'air c'est n0 est égal à 1. Donc n0 sinus i1. Ici le sinus i1, puisque la normale elle est confondue avec le rayon incident, donc ça veut dire que sinus i1 est égal à 0. Et donc ça veut dire que r aussi il vaut 0. Puisque sinus 0 est égal à n sinus r, sinus 0 c'est 0, donc ça veut dire que r est égal à 0. Et donc le rayon va continuer son chemin jusqu'à arriver à la face extérieure. Et donc là, à la face extérieure, on va retracer la normale. Donc la normale, cette fois-ci, il fait un angle R avec, ou plutôt c'est l'inverse, dans l'autre sens. Il fait un angle R incident arrive sur l'interface, donc entre le verre et l'air. Donc là, on va supposer que R' est supérieur à l'angle limite de réfraction. Et cet angle limite de réfraction, on l'a calculé tout à l'heure. Donc c'est l'arc sinus du milieu moins réfringent, dont l'indice optique du milieu moins réfringent ici c'est 1, divisé par l'indice optique du milieu le plus réfringent, ici c'est le vert. Donc c'est ici le vert est donné donc à une valeur de 1,5 par exemple. Et donc là, R' doit être supérieur à donc ce 42. Et donc là, on va voir, au lieu d'avoir un rayon réfracté, on va avoir une réflexion totale. Et donc on va voir le rayon qui ressort par le prisme. Donc ici encore, on a un angle de pi sur 2, donc il va ressortir tout droit. Et donc là, si on pose un autre prisme ici, qui est le même que le premier, mais on va le mettre à l'envers, donc dans cette disposition comme ceci. Et donc là, le rayon qui rentre ici, donc il va venir là, on va avoir exactement la même chose, donc réflexion totale. Voilà. Et ici, on va voir le rayon qui ressort. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le pyréscope. Le pyréscope, c'est ce qu'on utilise dans les sous-marins. Donc vous avez par exemple donc un sous-marin. Et donc le sous-marin ici, il dispose d'un pyroscope. Donc là, il y a le commandant de ce sous-marin qui peut poser son œil ici et voir ce qui se passe à l'extérieur, parce que là, à l'intérieur, vous avez une disposition de prisme à réflexion totale. Donc lorsque le rayon lumineux arrive par là, par exemple, un bateau, donc il va être dévié plusieurs fois et il va arriver à l'œil du commandant. Donc voilà les applications de ce théorème de Snell-Descartes ou la loi de Snell-Descartes. Très bien, donc là on a fini la première partie de l'optique géométrique. Donc la prochaine fois, on fera, on commencera le chapitre suivant, donc la deuxième partie de l'optique géométrique. Donc ça sera la formation des images. Donc on se retrouve la prochaine fois pour aborder donc la formation des images. Donc on va parler de tout ce qui est stigmatisme, aplanétisme, les systèmes optiques, les objets, les images et ainsi de suite. Donc vous allez retrouver la deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc ça sera la deuxième partie de l'optique géométrique.